En cette année 2020, la cérémonie des Césars a couronné 2 hommes qui ont commis des violences misogynes. Le premier, le plus célèbre, est Roman Polanski, qui a reçu le César du meilleur réalisateur alors qu'il était visé par un mandat d'arrêt international pour avoir violé et drogué une petite fille de 13 ans dans les années 70 et qu'il est visé par plusieurs autres accusations de viol, dont notamment celle de Valentine Monnier, qu'il a publiquement accusée de l'avoir violée quand elle avait 18 ans. Polanski est un criminel, c'est un violeur pédocriminel, et Interpol le considère comme un fugitif. Le second dont on a moins parlé, c'est Lajli qui a reçu le César du meilleur film alors qu'il a été condamné en 2011 à 3 ans de prison pour complicité d'enlèvement et séquestration pour avoir participé à une expédition punitive à forte coloration misogyne. En gros, une nuit en 2011, un ami de Lajli a kidnappé une femme de sa famille pour la punir d'avoir eu des rapports sexuels avec un homme. Il l'a frappée, il lui a cassé un doigt et lui a causé un traumatisme crânien. Et ensuite, Lajli l'a rejoint et l'a aidé à kidnapper et à séquestrer l'homme qui avait couché avec cette femme. Même si Lajli n'a pas directement frappé cette femme et qu'il a purgé sa peine contrairement à Polanski, il n'en reste pas moins qu'il a aidé son ami dans une histoire où une femme est kidnappée et battue. Il s'agit d'une histoire où la femme est traitée comme une propriété, où les hommes de son clan décident si oui ou non elle peut avoir une vie sexuelle et avec qui. Bref, même s'il y a seulement eu des blessés, on est quand même dans l'univers mental du crime d'honneur. Alors que la gauche fait mine de soutenir les féministes, nombreux sont les acteurs, producteurs, critiques et journalistes de gauche qui ont soutenu Polanski et qui ont trouvé normal qu'un violeur en fuite obtienne des récompenses officielles sans avoir effectué sa peine. Alors que les conservateurs hurlent à la dictature féministe, on assiste au spectacle d'une élite artistique française crachant au visage des féministes et de toutes les victimes de violences sexuelles et de violences misogynes. Alors que les réactionnaires s'insurgent de la décadence des mœurs, ils n'hésitent pas à voler au secours d'un violeur d'enfants. Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Fanny Ardant, Yvan Rioufol, Brigitte Bardot, Jean-Christophe Buisson, Alain Delon, Nicolas Bedos, Pascal Bruckner, Lambert Wilson, Isabelle Huppert, Denis Oliven, tout le gratin de la Cinémathèque française, le rédacteur en chef des Inrocks, Brice Couturier, Hubert Huertas et j'en passe. On a eu un grand moment de communion entre la gauche antiraciste et le camp réactionnaire pour défendre des auteurs de violences misogynes. Lors de la proclamation du César à Polanski, Adèle Haenel a quitté la salle en guise de protestation ainsi qu'une petite poignée de femmes et Florence Foresti a boycotté la fin de la cérémonie et s'est déclarée écœurée sur son compte Instagram. Mais sinon, à part ça, la grande famille du cinéma a célébré Tonton Polanski dans la joie et la bonne humeur. On a eu droit à un festival de déclarations imbéciles. Fanny Ardant qui déclare « Vive la liberté », visiblement la liberté de violer. Brigitte Bardot qui déclare « Je le juge sur son talent et non sur sa vie privée », comme si les crimes relevaient de la vie privée. Et on a eu aussi le défilé des « La victime de Polanski a pardonné, donc laissez-le tranquille », comme si le pardon de la victime annulait le crime. S'il y a un juge, des jurés et des avocats, c'est précisément parce que ce n'est pas la victime qui prononce les peines lors d'un procès. Que ce soit en France ou aux États-Unis, la justice est habilitée à poursuivre un criminel même si sa victime a pardonné. Il y a des victimes du Bataclan qui ont pardonné et même si 100% des victimes avaient pardonné, la justice aurait quand même poursuivi et condamné les terroristes. De même, l'excision est une mutilation génitale strictement interdite et même si une fillette ou une jeune femme excisée de force se dit satisfaite de l'opération, la justice doit poursuivre les exciseuses et les condamner à des peines de prison ferme. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur ces femmes de l'ancienne génération qui ont connu énormément de violences misogynes, de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols et qui ont fait carrière dans un contexte où la promotion canapé, c'est-à-dire la prostitution discrète, était la norme dans certains milieux professionnels, notamment le cinéma. Et ces femmes ressentent ce besoin vital de cracher sur les féministes militants contre le viol et de traiter de menteuses les femmes qui témoignent parce que c'est plus facile pour elles de se dire que ce qu'elles ont subi n'est pas si grave, parce que certaines ne veulent pas admettre qu'elles ont participé à un système proche de la prostitution, parce que ça les rassure de se dire qu'elles n'en ont pas bavé pour rien et que c'était en quelque sorte le prix à payer pour la réussite artistique. Il y aurait des tas de choses à dire là-dessus, mais je vais me concentrer sur d'autres aspects de l'affaire. Je vais vous expliquer en quoi les deux arguments « le cinéma n'a pas à se plier à la moraline féministe » et « il faut distinguer l'homme de l'œuvre » sont totalement bidons dans le cas présent. Et je vais vous expliquer en quoi ces Césars 2020 illustrent, tant à travers le cas Polanski qu'à travers le cas Lajli, comment la gauche antiraciste arnaque les féministes en les utilisant comme faire-valoir quand ça les arrange, tout en crachant allègrement au visage des féministes. On nous martèle qu'il faut différencier l'œuvre de l'homme.
C'est sacrément gonflé. On nous répète ça en boucle alors que justement les féministes réclament que l'homme soit jugé pour les viols qu'il a commis. Oui, il faut séparer l'œuvre de l'homme et c'est justement pour ça qu'on réclame que l'homme Polanski soit envoyé en prison pendant qu'on regarde tranquillement les films qu'il a réalisés par le passé. Les féministes ne veulent pas brûler ses œuvres, elles veulent que l'homme soit jugé devant un tribunal. Ce sont les défenseurs de Polanski qui mélangent l'œuvre et l'homme en permanence. Ce qui est dingue dans l'affaire Polanski, c'est que l'homme Polanski a obtenu de la clémence pour son viol parce qu'il est artiste, et que l'artiste Polanski a obtenu des soutiens grâce au viol qu'il a commis. Polanski a joui d'un double privilège. Il a pu échapper à la justice parce qu'il était un artiste reconnu, auteur d'œuvres admirées, et il a obtenu des subventions, des avantages et une complaisance des critiques cinéma en grande partie parce qu'il est un violeur qu'il faudrait absolument défendre face à la dictature féministe. C'est précisément les défenseurs de Polanski qui ne différencient pas l'œuvre et l'artiste, et c'est parce que les défenseurs de Polanski confondent constamment l'œuvre et l'artiste que ce pédocriminel n'est pas en prison. Blanche Gardin a parfaitement résumé la situation quand elle a dit « C'est bizarre que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. On ne dit pas par exemple d'un boulanger « C'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais quand même, il fait une baguette extraordinaire. » Mais ça va plus loin. Les défenseurs de Polanski ne défendent pas seulement Polanski l'artiste, mais Polanski le violeur. Alain Finkielkraut a défendu l'homme Polanski, le violeur. Alain Finkielkraut explique qu'avec tout ce que Polanski a traversé, le meurtre de sa femme, le communisme, la perte de sa mère, un tel acharnement est indigne car il a vécu des choses tristes. Mais en revanche, Finkielkraut ne comprend pas que les victimes de viol soient aussi traumatisées de le voir encore parader à des cérémonies ou recevoir tout un tas de gratifications. Finkielkraut a aussi déclaré que comme la victime avait 13 ans, ce n'est pas vraiment un viol pédophile, puisqu'à 13 ans, on n'est plus une petite fille mais une femme. Et évidemment, dans son plaidoyer pour Polanski, Finkielkraut passe sous silence le fait que Polanski a drogué sa victime pour la violer. Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque française, en 2009, au moment de l'arrestation de Polanski en Suisse, a pris la défense de Polanski, le violeur, et non de l'artiste, dans une émission de télévision où il va systématiquement chercher à vieillir la victime. Pour ne pas dire que la victime avait 13 ans, il dit qu'elle allait avoir 14 ans dans 2 mois. Et ensuite, il répète 14 ans à chaque fois qu'il parle d'elle. Et donc, il défend Roman Polanski dans ces termes. Roman Polanski est tombé à l'époque, lui-même n'allant pas très bien, sur une jeune femme qui avait 14 ans, qui en faisait 17 ou 18, et qui avait simplement, à en croire son témoignage, ce qu'on appelle une sexualité active. Il n'a pas été son initiateur, il n'a pas été son Pygmalion, il a eu une aventure sexuelle avec elle, voilà le dossier. Fin de la citation. Bernard-Henri Lévy a aussi défendu Polanski en tant que violeur, qualifiant le viol pédophile d'affaire de mœurs ou encore d'affaire vieille de 30 ans. Et ces mots, il les prononce dans la pétition qu'il a lui-même lancée pour empêcher l'extradition de Roman Polanski. Idem avec Frédéric Mitterrand qui qualifie les faits d'histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens. Frédéric Mitterrand s'est par ailleurs lui-même vanté d'avoir commis des crimes et délits sexuels sur des enfants en Asie. Il est l'auteur de la sublime phrase « Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse !» Et donc là, on est face à un cas flagrant de solidarité entre hommes accusés de pédocriminalité. Bref, le camp Polanski nous rabâche qu'il faut séparer l'homme accusé de viol de l'artiste qui fait des films, mais en fait, c'est bien le violeur pédophile qu'ils défendent, quitte à diffamer sa victime en insinuant qu'elle l'avait un peu cherché, comme Frédéric Bonneau qui l'a décrit comme une jeune femme à la sexualité active. C'est vraiment en sa qualité de violeur et non d'artiste qu'il a bénéficié d'un soutien institutionnel délirant. La critique de cinéma Geneviève a écrit un article passionnant, très fouillé et parfaitement documenté et précis sur la manière dont les grands pontes du milieu du cinéma et de la culture ont défendu Polanski le violeur et non Polanski l'artiste. Je vous mets le lien de l'article juste en dessous. On y apprend des choses hallucinantes et je n'ai cité qu'une toute petite partie des exemples qu'elle a fournis. Comme pour Gabriel Matzneff, ce sont des gens dont on n'aurait jamais autant célébré le talent s'ils n'avaient pas été pédocriminels. Deuxième grand argument massu qui est constamment répété par les défenseur de Polanski, ce serait que l'art avec une majuscule n'a que faire de la morale et que les féministes qui ont manifesté contre la nomination de Polanski seraient des moralisatrices puritaines qui veulent censurer la liberté artistique. Cet argument est totalement bidon dans le cas présent. La réalité, c'est que le cinéma français est un océan de guimauves bien pensantes depuis des décennies.
Les Césars et le cinéma français n'ont jamais été un temple de l'art pour l'art sans aucune considération morale ni politique. D'ailleurs, la plupart des acteurs qui ont pris la défense de Polanski sont aussi des acteurs qui ont signé des grandes tribunes pour défendre l'accueil des migrants ou je ne sais quelle autre cause. Personne, pas même les féministes, ne réclame qu'on interdise à Polanski de faire des films. Ce contre quoi les féministes protestent, c'est le fait qu'on lui donne une reconnaissance institutionnelle, des lauriers officiels et de l'argent public, et contre le fait que la France protège un criminel fugitif en lui permettant d'échapper à la justice. Geneviève Cellier, dont je vous ai cité l'article tout à l'heure, pointe l'énorme écart entre la platitude du film et les moyens délirants obtenus par Polanski pour le réaliser. Elle pointe la réunion de moyens exceptionnels auxquels le cinéma français a rarement accès. La cour des Invalides avec l'armée française au grand complet dans la scène d'ouverture, la quasi-intégralité du gratin de la comédie française, y compris dans des rôles tout à fait secondaires qui laissent penser qu'on a plus affaire à du name-dropping qu'à une utilisation pertinente des comédiens. Une reconstitution historique luxueuse avec force moustache, calèche et chevaux d'époque. On a même droit à un cabaret avec French Cancan. On touche au grotesque avec la scène du concert privé où un long panoramique nous permet de découvrir Polanski au centre de l'Assemblée, déguisé en académicien, excusez du peu. Et cerise sur le gâteau, Jean Dujardin, la star de la comédie populaire apparemment à contre-emploi, semble chargé de faire la démonstration des talents exceptionnels de directeur d'acteur qu'est Polanski. L'académisme de ce film historique nous fait nous interroger sur les véritables raisons du soutien qu'il a reçu de la part de la critique cinéphilique, d'habitude si soucieuse de la forme et de l'originalité esthétique. Quel est l'intérêt, plus d'un siècle après l'affaire, après des dizaines d'ouvrages historiques écrits sur ses aspects les plus complexes, de faire un film parfaitement linéaire, totalement focalisé sur un seul protagoniste transformé en héros, aussi monolithique, aussi univoque, aussi hagiographique et aussi académique, esthétiquement parlant. Je ne vois qu'une véritable raison, faire oublier la face obscure de son réalisateur et suggérer son identification avec un autre persécuté, une autre victime illustre d'une erreur judiciaire, alors même que les innombrables appuis complaisants qui lui permettent de continuer à faire des films depuis des décennies peinent de plus en plus à entretenir sa légende. Fin de la citation. C'est ça qui est génial, on accuse les féministes de lyncher Polanski, de le persécuter et de le censurer, alors que les féministes s'étonnent juste qu'un multimillionnaire violeur pédophile fugitif en cavale, recherché par Interpol, obtienne des financements publics colossaux et des passe-droits auxquels aucune personne normale n'a droit. Un réalisateur lambda, même très doué, n'obtient pas tous ces avantages. Ces privilèges sont réservés à Polanski, le violeur sympa qu'il faut à tout prix défendre contre les harpies féministes. On accuse les féministes de bafouer les droits de Polanski alors qu'elles pointent les privilèges délirants dont jouit un violeur pédophile, tant sur le plan financier que médiatique et institutionnel. Le cinéma français est politisé et moralisateur depuis des années. Les daubes niaises à souhait célébrant le vivre ensemble sont subventionnées dans des proportions hallucinantes, sans aucun rapport avec une quelconque qualité artistique. Des tas de réalisateurs, à commencer par Lajli, récompensés cette année, ne sont subventionnés que grâce à leur qualité de militants pour le vivre ensemble. Donc dans ce contexte, récompenser un violeur apparaît légitimement comme un acte politique. Les Césars ont toujours été la célébration d'un art officiel, ont toujours été politisés et moralisateurs, ont toujours œuvré à définir l'acceptable et l'inacceptable. Quand ils récompensent un violeur, ils proclament tout simplement l'acceptabilité sociale du viol. Le film de Polanski a été réalisé grâce à des subventions publiques. Or, les subventions publiques sont attribuées en large part selon des critères moraux et politiques. Il n'y a qu'à voir la quantité de films cuculapraline d'une nullité abyssale qui ne sont subventionnés que parce qu'ils diffusent un message de vivre ensemble et d'amour du prochain. Le cinéma social est subventionné et primé pour des raisons évidemment politiques et morales. Ça ne dérangeait personne quand le Préchi-Précha était uniquement antiraciste. On ne hurle à la dictature moralisatrice que depuis que les féministes réclament la même chose que les antiracistes. En 2020, un militant néo-nazi, aussi talentueux soit-il, ne pourrait jamais obtenir un centime de subvention publique pour un film, et quand bien même il réaliserait un chef-d'œuvre, il ne pourrait pas obtenir une seule nomination au César. Les Césars sont une instance officielle de la culture officielle, gavée de subventions. Les Césars fixent ce qui est moralement acceptable et inacceptable, et donc en récompensant Polanski et Lajli, ils proclament que pour eux,
Des viols et des violences misogynes, ça fait partie des choses acceptables. Être un violeur fugitif recherché par Interpol n'est pas rédhibitoire. Les défenseurs de Polanski prétendent qu'attribuer un César à Polanski montre que l'art a triomphé de la moraline. La réalité, c'est que récompenser Polanski, c'est juste l'expression de leur morale. Et leur morale est tolérante avec les crimes sexuels. De même, tous les rédacteurs en chef, les journalistes, les éditorialistes et critiques cinéma qui font des grandes déclarations du genre « Résistons à la moraline et jugeons l'artiste indépendamment de l'homme », ces gens sont littéralement payés par l'État pour nous dire ce qui est bien ou mal, et ils dénoncent le moralisme féministe concernant Polanski. Est-ce que vous trouvez qu'un type comme Bernard-Henri Lévy est bien placé pour accuser qui que ce soit d'être moralisateur ? Est-ce que vous croyez que ces gens qui défendent bec et ongle le droit pour l'auteur de crimes contre les femmes à recevoir des lauriers officiels au nom de la séparation de l'œuvre et de l'homme, est-ce que vous croyez que ces gens seraient prêts à se battre pour que l'auteur d'un crime antisémite puisse recevoir un César ? Les élites qui accusent les féministes anti-Polanski d'être des moralisatrices sont payées par l'argent public pour nous donner des leçons de morale sur tous les médias, tous les jours. N'oubliez d'ailleurs jamais que le militant ultra-misogyne Alain Soral, le plus grand diffuseur de propagande antiféministe de ce pays, se faisait dérouler le tapis rouge dans tous les médias et a même obtenu des financements publics pour son film Confession d'un dragueur. Il ne s'est fait blacklister que quand il s'est mis à tenir des propos antisémites. Qu'il s'agisse de Polanski ou de Lajli, on parle de distinguer l'homme de l'œuvre alors que leurs productions artistiques sont intrinsèquement liées à leur agenda racial communautaire, à tel point qu'on dirait une parodie du Gorafi. Les deux primés qui ont commis des violences misogynes et qu'on défend au nom du « faut pas faire de la politique, c'est de l'art », nous dégueulent constamment une idéologie moralisatrice ayant pour but d'accuser et de culpabiliser les Blancs. Chacun des deux roule pour sa communauté. Polanski culpabilise les Français sur l'antisémitisme et Lajli culpabilise les Français sur le racisme. On a une magnifique brochette de mecs violents qui se victimisent en jouant la carte raciale. On a d'un côté le pédocriminel juif pointé du doigt qui se prend pour le capitaine Dreyfus victime d'une cabale antisémite, et on a de l'autre côté le délinquant de cité qui chouine aux violences policières racistes et qui croit qu'il vit dans Les Misérables. On a affaire à deux militants racialistes en plein égotrip cinématographique qui se mettent en scène comme étant persécutés par une France raciste féminazie, alors que l'un a commis un viol et que l'autre a participé à un kidnapping visant à punir une femme d'avoir eu des rapports sexuels sans être mariée. L'article de Geneviève Cellier analyse très bien cette manière dont Polanski se met en scène en nouveau Dreyfus. Elle souligne l'extrême académisme du film et sa platitude. Je vous cite des extraits de son analyse. Le dossier de presse diffusé lors de la présentation du film à la Mostra de Venise m'avait mis la puce à l'oreille à cause de cet échange entre Pascal Bruckner et Roman Polanski. À la question, en tant que juif pourchassé pendant la guerre, en tant que cinéaste persécuté par les staliniens en Pologne, survivrez-vous au macartisme néo-féministe d'aujourd'hui ? Il a répondu « Il y a des moments de l'histoire que j'ai vécu moi-même. J'ai subi la même détermination à dénigrer mes actions et à me condamner pour des choses que je n'ai pas faites. » Autrement dit, le choix par Polanski de traiter de l'affaire Dreyfus à ce moment-là de sa vie et de sa carrière semble largement instrumentalisé au service d'une cause qui n'a pas grand-chose à voir avec le capitaine. Dans l'article, Geneviève Cellier détaille aussi comment Polanski a très fortement tordu la réalité historique pour rendre l'histoire de Dreyfus la plus manichéenne et la plus simpliste possible. Bref, on dirait une mauvaise blague tellement c'est gros. Et on a des hommes auteurs de violences misogynes qui utilisent leurs films pour se mettre en scène en victime de la société. Notons aussi un détail qui a toute son importance. Il a été récompensé dans la catégorie meilleur réalisateur. Ce n'est donc pas son œuvre qu'on salue avec le prix du meilleur réalisateur, ce n'est pas le film J'accuse, c'est Polanski lui-même qu'ils ont soutenu. Comment séparer l'œuvre de l'homme quand c'est précisément l'homme et non l'œuvre qui est récompensée ? Polanski a été nominé dans 12 catégories, et là, c'est le plus gros doigt d'honneur que l'Académie pouvait faire aux féministes. Il n'y a plus de doute, c'est de la provocation, c'est une déclaration politique. Des hommes gauchistes qui ont consacré leur vie entière à alimenter la panique morale autour du racisme et qui soutiennent ouvertement les violeurs, c'est un classique. C'est tellement fréquent qu'on ne le remarque même plus. J'en viens à me demander quel crime ou délit sexuel ces hommes ont à se reprocher pour ne jamais rater une occasion de réaffirmer leur soutien aux violeurs. Ou peut-être avons-nous affaire à une masse de violeurs croyants mais non pratiquants. Ceux qui n'osent plus violer directement mais qui veulent affirmer leur soutien de principe aux violeurs. Cette cérémonie des Césars n'a pas seulement été un affront fait aux femmes
qui dénoncent leurs violeurs, elle a aussi et surtout été un formidable doigt d'honneur des militants antiracistes adressés aux féministes. Un événement symbolique qui fait bien comprendre que la cause féministe sera toujours sacrifiée et invisibilisée par le combat antiraciste. La convergence des luttes est morte au César 2020. Ou plutôt, la cérémonie des Césars a rendu clair le fait que la convergence des luttes a toujours été une arnaque pour les féministes. Lors de la cérémonie, une prétendue féministe noire décoloniale s'est vue offrir une plateforme d'expression pour réciter son catéchisme ultra-moralisateur dénonçant le fait que dans un pays de blancs, la plupart des acteurs soient blancs. Au-delà de la qualité épouvantable de sa prestation, qui prouve qu'elle est bien davantage victime de son propre manque de talent plutôt que d'une quelconque discrimination raciale, il faut bien relever qu'Aïssa Maïga ne parle que pour sa tribu et n'a aucun mot de solidarité envers les femmes qui manifestent contre l'impunité de Polanski. Seuls les intérêts de sa race la préoccupent. C'est un message très net des militantes décoloniales. Le féminisme n'est qu'un moyen pour pousser leur agenda racial. Dès qu'elles obtiennent enfin la tribune qu'elles voulaient, elles s'en foutent du combat féministe et elles favorisent leur clan. Aïssa Maïga a fortement bénéficié de la solidarité féministe française pour acquérir de la notoriété et une validation institutionnelle. Dans son livre qui s'intitule « Noir n'est pas mon métier », écrit collectivement avec d'autres femmes noires où elle réclamait que les femmes noires soient davantage représentées au cinéma et dans le monde de la culture, elle adoptait habilement une rhétorique féministe pour s'attirer les grâces des militantes féministes et donc obtenir de la publicité et des louanges de la part de ces féministes. C'est grâce à cette communication féministe qu'elle a été mise en avant dans l'Université d'été du féminisme organisée en 2018 par la secrétaire d'État à l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle a été promue par de nombreuses organisations féministes et journalistes féministes. Les féministes en fait se sont faites pigeonner par la convergence des luttes qui consiste seulement à utiliser les féministes comme des faire-valoir de la cause antiraciste et comme marchepied dans une stratégie d'ascension raciale. Et quand je dis la cause antiraciste, il faut bien comprendre qu'il s'agit en fait de criminaliser le racisme de la population autochtone envers les populations importées, tout en favorisant le combat racialiste de ces populations envers la population autochtone. Il s'agit de permettre à divers groupes ethniques de mener leur combat racial tout en interdisant aux peuples autochtones de faire de même. Être l'auteur de violences misogynes avérées n'a jamais empêché qui que ce soit de faire carrière dans l'antiracisme, d'être intégré dans les cercles antiracistes. Tandis que le moindre propos raciste, sans que la moindre violence ait été commise, ni même qu'aucune intention de commettre la moindre violence soit formulée, entraîne automatiquement l'expulsion des mouvements féministes institutionnels. Il faut donc, à mon sens, une remise en question féministe à ce niveau, que les féministes se demandent pourquoi elles servent constamment les intérêts du lobby antiraciste, quitte à détruire et à ostraciser des féministes, tandis que les antiracistes n'ont aucun problème à mettre en avant des antiféministes, des misogynes, des violeurs et des types qui participent à des opérations de type crime d'honneur. J'irai plus loin aussi en disant que le féminisme intersectionnel est un moyen récemment inventé pour donner une coloration féminine à l'antiracisme, pour faire oublier que le lobby antiraciste, c'est avant tout un lobby de défense d'hommes auteurs de violences et notamment de violences contre les femmes. Les crimes et délits sexuels, les meurtres, les agressions violentes et les vols sont dans leur écrasante majorité commis par des hommes. Brandir la convergence des luttes pour exiger des féministes qu'elles soient solidaires d'associations antiracistes qui n'ont de cesse de défendre les délinquants visés par des contrôles de police ou morts en tentant de se soustraire à une arrestation, cela revient à exiger des féministes qu'elles se battent pour les droits des hommes, délinquants et criminels. Un des principaux combats des associations antiracistes, c'est la lutte contre les contrôles de police au faciès. Et qui est visé par ces contrôles ? Des individus de sexe masculin ayant un style vestimentaire de type racaille. Les femmes ne sont presque jamais contrôlées tout simplement parce qu'elles commettent beaucoup moins de délits que les hommes. Historiquement, la première grande mobilisation de la gauche antiraciste pour les jeunes des quartiers, c'était en 1971 pour Ben Ali Djellali, un jeune d'origine algérienne qui tentait d'étrangler une femme dans un immeuble du quartier de la Goutte d'Or à Paris et qui a été abattu par le concierge de l'immeuble. Et là, tout le gratin, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Genet, Claude Mauriac, Libération, les Mao, tous se sont mobilisés. C'est quand même très symbolique que le premier martyr de la cause antiraciste en France soit un jeune étranger qui étranglait une femme autochtone. Cette orientation viriliste du combat antiraciste se confirme avec la création de Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. C'est pas ma pote, c'est mon pote. Mon ami homme. Et on se mobilise pour défendre avant tout des hommes.
Récemment, quand Marlène Schiappa a voulu faire passer une loi contre le harcèlement de rue, il y a eu immédiatement une levée de boucliers chez les militants antiracistes parce que cette loi allait entraîner une répression stigmatisante envers les hommes arabes et noirs qui traînent dans les rues. Les organisations antiracistes ont toujours eu pour action principale d'organiser le laxisme judiciaire envers les violences masculines et notamment les violences commises contre des femmes. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail dans d'autres vidéos. Bref, le militantisme antiraciste, la convergence des luttes, c'est indissociable de la défense des délinquants et criminels de sexe masculin. Les militants antiracistes l'admettent eux-mêmes. L'antiracisme est un virilisme. Les militants et militantes antiracistes ne valorisent le féminisme que dans la mesure où ça leur permet de redorer leur image. Ça fait toujours bien de montrer des visages féminins, c'est moins flippant. Et dans la mesure où ça leur permet de capter des subventions, des relais, des soutiens. Mais ils feront toujours passer la solidarité virile et raciale en premier, y compris quand ça implique de défendre des auteurs de violences misogynes en crachant à la gueule des féministes. Le film de Lajli, qui a reçu le César du meilleur film, en est d'ailleurs une illustration éclatante. Son film, Les Misérables, vise à susciter de la compassion envers les jeunes des cités victimes de méchants policiers. Les délinquants de sexe masculin des cités sont complaisamment présentés comme des Gavroches des temps modernes. Gavroche étant cet enfant pauvre du petit peuple de Paris qui tombe injustement sous les balles du pouvoir tyrannique lors de l'insurrection républicaine à Paris de juin 1832. On notera que les femmes sont totalement absentes de ce film, et sur la scène, lors de la remise du César, il n'y a que des hommes. C'est un casting 100% masculin. Les femmes sont invisibilisées, de même que dans les cités, elles sont exclues de l'espace public et sont invitées à se cacher le plus possible avec des vêtements informes. C'est donc Les Misérables sans Cosette, sans Fantine, sans aucun des personnages féminins qui faisaient la force du roman de Victor Hugo. On est sommé de s'émouvoir des souffrances de ces hommes des cités, rien que des hommes, victimes de l'immonde France raciste et de son bras armé, la police, France raciste qui, quand même, subventionne ce genre de film. Et c'est très ironique quand on sait que le réalisateur a eu affaire à la police parce qu'il avait lui-même commis des violences graves à caractère misogyne. La cérémonie des Césars 2020, qui a consacré 2 auteurs de violences misogynes, dont un violeur, est une manifestation éclatante de la manière dont les féministes sont utilisées comme des marchepieds pour les militants antiracistes, qui les zappent après usage et qui n'hésitent pas, dès qu'ils en ont besoin, à cracher sur les féministes. On se retrouve donc dans une situation démente où les militants antiracistes font un concours entre eux à celui qui défendra le plus les hommes violents de sa communauté. Les féministes se retrouvent écrasées par la tenaille antiraciste. D'un côté, BHL présente Polanski, Epstein et DSK comme les victimes de Français antisémites. D'un autre côté, Latifa Oulkouir, directrice du Bondi Blog, utilise l'affaire Polanski pour dire que les violences sexistes commises par des Arabes et des Noirs en banlieue sont un faux problème, puisque, dit-elle, le sexisme le plus dévastateur, il ne vient pas des banlieues, mais de ceux qui ont le pouvoir. Comme si, du moment qu'un homme n'appartient pas à l'élite économique d'un pays, il ne pouvait pas avoir de pouvoir sur une femme et ne pouvait pas commettre de violence sur elle. Bref, on a assisté à un grand moment de convergence des luttes misogynes entre gauche antiraciste et droite réac. Ce qui est positif en revanche, c'est que ça fasse aujourd'hui scandale, alors qu'il y a quelques années, ça passait comme une lettre à la poste. Et si ça fait scandale, c'est justement parce que les féministes ont réussi une extraordinaire mobilisation après des décennies d'impunité. Grâce à leur mobilisation, grâce à leurs manifestations, grâce aussi aux réactions d'Adèle Haenel et de Florence Foresti, les féministes ont su peser dans l'opinion publique. Même si une partie des élites résiste, le peuple avance, et je rappelle qu'un récent sondage a montré que c'est parmi les hommes ouvriers que MeToo est le plus soutenu. Mais tout reste encore à conquérir, et il est important pour la survie à long terme du féminisme de développer un féminisme indépendant, hors de la soumission à l'agenda de la gauche antiraciste. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, et notamment à la poster en commentaire des publications qui défendent Polanski sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir mes autres vidéos, je vous donne rendez-vous sur mon site personnel solveigmineo.com, puisque YouTube censure presque systématiquement toutes mes vidéos depuis des années. Donc toutes mes vidéos féministes et politiques sont sur mon site. Merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en me faisant des dons sur Tipeee. Abonnez-vous à mon site pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je mets également le lien vers cette vidéo postée sur mon site. Comme ça, si elle saute sur YouTube, vous pouvez quand même continuer à la partager via le lien de mon site.